Vous êtes originaire d'Haïti? Oui. De quelle région d'Haïti? Moi, je viens des Cayes. Je vais dire que c'est la plus belle ville d'Haïti. Parce que ma ville, quand on va dans la géographie qu'on a étudiée, on dit que la ville des Cayes est plate et bien tracée. Pour quelqu'un qui a déjà vu Chicago, nous, on se dit plein de dire que Chicago, c'était les mêmes architectes que notre ville. Ça ressemble à un jeu d'échecs. Donc, ma ville, c'est les Cayes. C'est la 3e ville d'Haïti. C'est dans le sud d'Haïti. Quel souvenir vous avez gardé de cette région-là? Écoutez, d'excellents souvenirs. D'excellents souvenirs parce que, bon, c'est sûr que ces souvenirs-là, quand on est jeune, les amis, la famille, tout était là. Mais il y avait aussi, par contre, une réalité politique difficile. J'ai vécu en Haïti sous une période où il y avait la dictature. Je me rappelle qu'on se cachait entre amis pour écouter La Voix de l'Amérique, qui n'est pas la station qu'on peut dire la plus révolutionnaire de la Terre. Mais à l'époque, oser écouter La Voix de l'Amérique, c'était un geste qu'on faisait en cachette. Donc, on avait ça, mais il y avait toujours cette conscience sociale, cette implication. Et un de mes projets que j'ai trouvé qui a été un beau succès est arrivé dans cette période-là. Si vous me permettez, je raconte, c'est que j'avais autour de 13 ans et on organisait les championnats de quartier de football en Haïti. Bon, notre quartier, qui est un quartier assez bien, autour de la place et de l'archevêché, on avait organisé le tournoi. Moi, j'avais dit, on organise le tournoi, on a notre équipe, on invite les autres quartiers, bon, on gagne. Et en fait, bien sûr, le football n'est jamais petit en Haïti. Un championnat de 13 ans ou un championnat de 25 ans, c'est la même intensité. Donc, les gens l'émotion, oui. Et la fête avait lieu dans une maison qui était pas louée à l'époque, qui était proche de la plage. Okay? On pouvait pas regarder la plage parce que la maison faisait face à la rue. Et tout près de là, il y avait un espace qui était à peu près abandonné. Mon quartier était proche de la mer, mais les gens n'allaient pas vers la mer, allaient vers les terres pour aller sur la place publique. C'est là où les jeunes s'amusaient. Pourquoi? Parce que cet endroit-là était délaissé, donc les gens jetaient des détritus. Et j'ai eu l'idée de dire, écoutez, on va faire un club, on va devenir un club. Et on s'est appelé le Real. Pour les gens qui suivent le football, vous avez Real de Madrid, on est devenu Real. Bon, là, on jouait, mais après, on a dit, on peut faire des choses ensemble. Et une idée comme ça, qui avait l'air d'une idée folle, j'ai dit à des amis qui étaient là, pourquoi pas nettoyer cette place-là? Ben, oui, écoutez, on se lance là-dedans, on va organiser des cinémas payants, etc. Je vous laisse passer tout le soin. En bout de piste, cet endroit abandonné est devenu un parc, une petite place publique. Mais ça m'a marqué parce que notre geste allait changer la ville un peu. Les jeunes n'acceptaient plus que dans leur quartier, qu'il y avait des petits lopin terre abandonnés où les gens faisaient n'importe quoi. Et nous, le soir, on faisait la tournée pour aller leur dire comment on fait une place publique, etc. Donc, ça a été un moment important. Dans mes souvenirs de projet, ça a déclenché quelque chose, mais c'est resté pour moi quelque chose de fort que les petites actions peuvent contribuer à des choses encore plus grandes. Mais est-ce que vous avez l'habitude de retourner? Pendant un moment, j'ai eu une période avant d'être dans la gestion. J'étais entrepreneur, j'avais une entreprise, je faisais des affaires dans les Antilles en Haïti. J'allais plus souvent. Mais depuis les derniers temps, j'y vais moins souvent. Mais dernièrement, j'étais en Haïti. J'étais en Haïti au mois de mars dernier. Oui. Je vous ai posé la question, et bien vous pratiquez votre métier en Haïti? Ben, écoutez, pratiquer mon métier en Haïti tel quel, je ne suis pas sûr que c'est ça qui serait l'enjeu. Mais est-ce que je peux apporter une contribution à mon pays d'origine? Certainement. Certainement, j'aimerais pouvoir contribuer en Haïti, les Cayes ou d'une façon ou d'une autre. Quelle place occupe le Québec? Ou quelle place occupe peut-être parallèlement Haïti dans votre cœur? Bien, le Québec, c'est chez moi.
Et quand on est chez soi, le fait de dire qu'on est chez soi, on est bien, malgré qu'on peut avoir des voisins plus ou moins agréables, moins agréables, mais quand on est chez soi, on est chez soi. Donc, c'est une place importante. Je crois que c'est un endroit qui a un potentiel. Je crois qu'on va se développer encore plus lorsqu'on va se fier sur cette diversité. C'est sûr que c'est une société qui est en évolution, donc c'est une place importante. Je suis chez moi. Donc, quand je voyage, après un bout de temps, j'ai le goût de rentrer chez moi et quand je rentre à Montréal, je rentre chez moi. Par contre, Haïti aussi, c'est ce lien-là. J'ai cet attachement à cette terre-là. Je suis né en Haïti. Je suis très fier de mes origines haïtiennes. Donc, c'est cette dualité que je n'essaie pas d'opposer un versus l'autre. Et j'ai des éléments de mes réflexes qui viennent d'Haïti. J'ai d'autres éléments qui viennent aussi le fait que je suis un Montréalais et je marche en équilibre total avec cette dualité que je n'ai pas à résoudre de dire si je suis plus haïtien ou plus québécois. Est-ce que vous avez de loin ou de près fait l'objet de discrimination raciale? Oui. Oui, bon, moi directement dans le cadre de mon emploi, mon domaine est vraiment, on était en croissance. Mais oui, absolument oui. Sans aller dans les détails, mais je me rappelle d'un cas qui était... parce que la discrimination, quand on dit qu'on fait face à la discrimination, il faut faire attention. Je me dis, moi, j'essaie d'écarter les autres options. Parce qu'il y a des raisons pour que les gens fassent des choix différents. Lorsqu'on postule, on pourrait penser être le meilleur et les gens puissent faire des choix différents. Mais quand toutes les options, et ce cas qui me fait référence, j'étais à l'interne dans la boîte. J'étais déjà à l'interne, ça fait quelques années, ça fait longtemps, j'étais assez jeune. Et même la personne qui était avec moi, il m'a dit, écoute Édouard, cette situation-là, c'était un cas où c'était purement de la fermeture. Mais là, écoutez, j'espère qu'on ne posera pas ce type de questions à mes enfants, qu'ils vont vivre dans une société qui n'auront pas à faire face à ce genre de situation. Quand vous êtes arrivé au Québec, quelle était votre première impression? Première impression, la neige. Moi, je suis arrivé au Québec et vous savez, quand on vit en Haïti, moi, je suis né au Caille, comme je l'ai dit, la température la plus froide, c'est le réfrigérateur. Tu sais, quand on se préparait mentalement, il fait froid. Puis, je me rappelle, j'étais tout jeune, je disais, pour avoir la sensation de ce que c'est le froid, on ouvre le réfrigérateur, on essaie de mettre de la main. Mais quand je suis arrivé au Québec, et puis cette journée-là, il y avait pas une tempête, mais il neigeait. Il neigeait, c'était assez impressionnant d'arriver dans un milieu où tout était différent. Des couleurs qui étaient naturelles, de trouver du vert, ben, c'est une absence, il y a d'autres choses. Et rapidement, j'ai vu qu'il peut y avoir une autre beauté. J'étais charmé par la première journée de voir, on atterrissait... Au-delà de la verdure, oui, il n'y avait aucune verdure. Mais c'était beau pareil. C'était beau pareil. Donc, je me suis dit, on peut aimer même quand c'est différent. Même quand c'est différent de tout ce qu'on a vu, mon premier contact, ça a été un contact charmant. Je disais, mon Dieu, c'est beau, c'est ça la neige. C'est merveilleux alors. Oui. C'est un beau souvenir. Si vous avez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne et ceux également issus de l'immigration, qu'est-ce que ce serait? Moi, je leur dirais en premier, oui, vous allez faire face à des difficultés. Oui, ça existe. Ce que vous dites, il y a encore de la discrimination en emploi. Et on pense que ça devrait disparaître, mais ça existe. Par contre, vous pouvez vous préparer. L'obtention de votre premier diplôme, quel qu'il soit. Je pense qu'il faut éviter de dire aux jeunes, vous devez avoir tel métier ou tel autre. Que vous soyez plombier ou que vous terminez votre DES, que vous soyez cuisinier, moi, je pense qu'un jeune québécois doit se fixer cet objectif-là. Et lorsqu'il s'agit des jeunes des communautés noires et les jeunes issus de l'immigration, ils doivent faire cet effort-là pour y arriver. Et c'est pour ça qu'on dit aux écoles, aux milieux, aux organismes, à l'État et aux citoyens de donner cette petite contribution pour permettre à nos jeunes d'être sur le bon chemin. Parce qu'à chaque jeune qui s'écarte de ce chemin-là, mais il va toujours rester québécois.
Donc, il va devenir un coût social. Et des études ont évalué à 200 000 $ le coût ça représente un jeune qui ne termine pas son secondaire. Donc, moi, le premier diplôme, ce serait le premier objectif. Et ensuite, mais avec persévérance. Les persévérances dans les études, ça va devenir la persévérance dans son parcours pour arriver à atteindre ses objectifs. Et rappelez-vous, vous n'allez pas avoir la ligne droite du succès. Vous dites, aujourd'hui, j'ai décidé de devenir ça. Vous allez marcher tout droit pour y arriver. Si ça arrive, tant mieux, mais préparez-vous à tomber, à vous relever et préparez-vous à vous adapter parce que le monde change, les opportunités n'arrivent pas au moment où on les attendait. Monsieur Edouard Stako, merci pour votre contribution. Merci beaucoup, le plaisir était pour moi.